Bon, bah, finalement, on va encore échanger un moment, Finn. C'est pas Tout à fait. désagréable, hein, au Non, pas demeurant. du tout. Donc oui, je prendrais bien la suggestion, de Raphaël, si tu en es d'accord. C'est-à-dire, c'est quand même, et c'est le sujet sur lequel je souhaite pouvoir, interviewer Jean-Michel Jacquemin-Festin, qui est l'auteur de 3 tomes de masse, hein, considérables. Les bouquins sur Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, 1, 2 et 3, dont le troisième est consacré principalement d'ailleurs à la guerre en Ukraine. Et le premier et le deuxième plutôt sur des questions liées à la crise sanitaire. Donc nous verrons si nous l'avons tout à l'heure. Peut-être Finn, parce que c'était en effet le sujet sur lequel je voulais l'interroger, cette révolution USAID, cette agence de développement qui, eh bien, aujourd'hui est dans le collimateur du Doge de Musk et de Trump. Ce sont des fous furieux, explique Musk. Ils ont gelé les crédits. Ils leur ont même interdit d'accéder à leur bureau, à leur boîte mail. Tous les codes ont été changés. Évidemment, on crie au scandale dans la bonne presse, le bon mainstream occidental, puisqu'il semblerait qu'ils recevaient tous quelques généreux subsides justement de cette agence à des fins de régulation démocratique, de propagande LGBT woke. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Finn, de tout ça? Oui, mais je pense que là, pour le coup, il y a vraiment une révolution en cours, une révolution administrative en cours. Et je pense que quelque chose de similaire ne s'est jamais réellement passé aussi rapidement dans un pays, disons, dans un pays développé, riche, quoi. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Euh, donc pour le USAID, il y a un élément aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le fait que effectivement les médias occidentaux étaient sous contrôle, ou sont probablement encore, hein, donc il ne faut pas non plus, disons, disons, vendre la peau de l'ours immédiatement, mais il y avait jusqu'à 9000 journalistes qui recevaient, disons, leurs directives et du financement de la part du USA, des journalistes donc en Occident, donc beaucoup de journalistes avec lesquels nous sommes habitués. En France également, sont directement impliqués. Je crois que c'est à peu près 500 différents groupes médiatiques, aux journaux, aux sites web. Et donc les conséquences, si cet argent ne sera pas remplacé, les conséquences seront énormes. Non seulement il va y avoir beaucoup disons de médias qui ne vont plus pouvoir exister. On sait qu'en Ukraine, 90% de tous les médias ukrainiens étaient financés par les États-Unis, donc notamment par les USAID. Donc ensuite, les Américains et en Occident, on parle de médias indépendants. Mais comment est-ce qu'ils peuvent être indépendants s'ils sont financés par le USAID qui reçoit tout son argent du gouvernement américain? C'est ça qui est absolument incroyable. Même les titres de journaux comme Washington Post, New York Times, qui bénéficient aussi du USAID, ils déclarent « Ah, mais à partir de maintenant, à cause de Musk et de Trump, la situation va devenir très difficile, très compliquée pour les médias indépendants. » Mais justement, ils ne sont pas indépendants. Donc, c'est une interprétation du mot indépendant qui est absolument dingue en réalité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ceci va éventuellement donner une ouverture à d'autres médias, des médias qui existent aujourd'hui, mais disons, n'ont pas du tout le même financement ou qui ont très peu de financement, des chaînes YouTube qui sont absolument indépendantes, qui se financent elles-mêmes ou par le don de leurs lecteurs ou par le don de leurs spectateurs. Ceux-là vont pouvoir maintenant, ils vont pas forcément avoir plus de fonds, mais ils vont pouvoir maintenant, disons, concurrencer les autres médias d'une manière beaucoup plus forte. On sait aussi que depuis de nombreuses années, les médias traditionnels, donc ceux qui ont été financés pendant toutes ces années par le USAID, le USAID, ce sont des médias qui sont déjà très mal en point, parce que très mal en point, pardon, parce que ces médias
ont perdu énormément de spectateurs, de lecteurs. Il y a des statistiques là-dessus, des universités ont fait des statistiques là-dessus. Et ceci est dû aussi à l'émergence d'Internet, de l'émergence de chaînes comme par exemple GPTV qui montrent une autre face de la réalité et qui explose un petit peu ce couloir de Overton, cette fenêtre d'Overton dans laquelle tous ces médias étaient alignés. Et on voit très bien, pour tous les sujets sensibles, il y avait une voie à prendre, une directive, et maintenant on comprend beaucoup mieux pourquoi. Donc nous, qui sommes certaines personnes à dénoncer cela depuis de nombreuses années, nous sommes assez contents parce que je me rappelle très bien, j'ai eu beaucoup de conversations avec des personnes ces dernières années. Je leur expliquais que les médias sont achetés, vous avez la même histoire partout. Oui. Mais on me disait non, Finn, non, mais vous exagérez, mais qu'est-ce que vous dites? Mais en fait, il y avait déjà des signes, il y a des études qui ont été faites sur le New York Times, je vous rappelle cet excellent documentaire qui a été fait en 2011 en France, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est aujourd'hui très difficile à voir, à trouver, mais qui vaut vraiment la peine d'être vu, parce que je suis persuadé que la situation des médias en France en 2025 est absolument la même qu'en 2011. Donc même si les journalistes ont un petit peu changé, parce que en 14 ans, il y a un changement de génération un petit peu, mais la situation est tout à fait la même. Et c'est un alignement complet et total des médias avec l'Élysée et avec les institutions politiques. Et ceci est extrêmement dangereux pour la démocratie, je dirais, puisque nous devons avoir un quatrième pouvoir. C'est absolument fondamental. Ça, c'est une des raisons qu'a donné Musk aussi. Il a fait une intervention, j'ai vu hier à la Maison Ovale, pardon, au Bureau Ovale, aux côtés de Trump en réalité, et il a dit justement que déjà une bureaucratie doit être soumise aux politiques, et c'était pas le cas jusqu'à présent aux États-Unis. Donc ça c'est une vérité absolue. Et dans beaucoup de pays européens, nous avons le même problème, une bureaucratie qui contrôle le politique. Et donc, on voit bien qu'avec les gouvernements qui viennent, ça change rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une bureaucratie permanente. Et ça, c'est quelque chose que Musk essaie de changer. Mais ensuite, c'est la question intéressante. Très intéressant cette remarque sur les nouveaux chiens de garde, parce que ça répondait à l'époque aux nouveaux conservateurs, c'est-à-dire cette intelligentsia d'abord française qui clouait au pilori un certain nombre d'intellectuels qu'il jugeait déviants par rapport à la pensée progressiste. Je pense entre autres à Philippe Muret, qui avait été à ce moment-là épinglé comme l'un des pires réacs, un des pires conservateurs. Et en effet, il y a des chiens de garde actuellement, dont BHL, évidemment, est l'un des chefs de meute. Bien sûr, bien sûr. Je t'en prie, tu peux continuer. Tu peux conclure d'ailleurs, puisque normalement, nous avons réglé le problème. Je dirais que pour le USAID, pour revenir au USAID, j'aimerais quand même voir quelle va être la stratégie américaine, parce que comme je le dis très souvent, je pense que la politique de Trump est quand même une politique bipartisane en ce qui concerne la politique extérieure. C'est-à-dire qu'elle est complètement alignée en fait avec les politiques des démocrates, des politiques antérieures. C'est juste que les moyens qu'utilise, la forme qu'utilise Trump est très différente, et parfois peut-être qu'il va réussir là où les autres n'ont pas réussi. C'est tout à fait possible. Bon, reste à voir. Mais néanmoins, si on prend l'hypothèse que cette politique est bipartisane, on se demande pourquoi est-ce que le USAID a été stoppé de cette manière? Parce qu'il faut se rappeler que le USAID est fondamental dans l'impérialisme américain. Le USAID, c'est une branche de l'impérialisme américain pour justement contrôler les médias occidentaux, pour faire de sorte que les populations, surtout les populations des pays occidentaux, continuent à être alignées sur la politique impérialiste américaine, et ils ont également financé énormément de programmes de changement de régime. Donc on parle pas que des médias, mais des programmes de changement de régime dans un certain nombre de pays. Donc on sait très bien que les Américains n'utilisent pas souvent
la force elle-même, c'est toujours la menace de la force, mais je dirais que la puissance américaine impérialiste est surtout légale, politique et économique. Et ensuite, il y a le militaire derrière, au cas où, mais Uncle Sam n'utilise pas souvent son bâton. Il utilise la présence de ces 800 bases militaires, mais c'est surtout ces organisations comme le USAID, qui sont fondamentales. Donc moi, j'aimerais comprendre un petit peu, et je pense que nous n'avons pas tout à fait la réponse, mais comment est-ce que l'administration Trump compte, disons, remplacer quelque part le USAID? Parce que dans le cadre de cette politique, disons, monolithique étrangère américaine, les Américains vont bien vouloir remplacer le USAID par autre chose qui continue les mêmes fonctions de l'USAID. Et je suis sûr que c'est l'intérêt de Trump, c'est sa volonté, et on lui chuchote probablement à l'oreille, mais Monsieur le Président, comment vous pouvez éliminer le USAID? Il a un rôle fondamental pour, disons, asseoir notre pouvoir dans le monde, surtout dans le monde occidental. Regardez tout ce que fait le USAID. Voilà. Donc, je ne serais pas surpris de voir un plan déjà établi pour remplir les mêmes fonctions du USAID, mais d'autres manières ou d'un autre budget. Où vous savez que le USAID, ce qui reste du USAID, a été mis sous le secrétaire d'État américain, donc sous le ministère de la Défense. Donc ça veut dire que, le ministère des Affaires étrangères, sous Marco Rubio maintenant, qui a pris la direction temporairement de ce qui reste de USAID. Donc ça veut dire que peut-être que l'organisation va continuer, mais sous une autre forme et dans une autre hiérarchie, dans une autre organisation. Mais j'ai quand même l'impression que les fonctions vont continuer. D'une manière ou d'une autre, on va continuer à essayer de financer tous ces programmes, mais peut-être le faire d'une manière plus, disons, rationnelle. Il y a plein de programmes, vous avez vu le nombre farfelu de programmes qui existent. Beaucoup de ces programmes qui ne servent à rien vont être éliminés. Mais je pense qu'on va essayer de maintenir le rôle principal. Malheureusement, je pense que Washington va essayer d'une manière ou d'une autre de maintenir le rôle principal que jouait USAID pour maintenir la domination américaine sur l'Occident. Bien, merci beaucoup Finn de t'être rendu disponible pendant une heure pour des problèmes liés à des problèmes techniques. Et nous allons pouvoir maintenant accueillir Jean-Michel Jacquemin-Raffestin. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous a permis d'échanger plus longuement, et Raphaël et moi-même avec toi. C'est toujours un plaisir. Et donc, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Au pire, comme je dis toujours, puisque tu peux être amené de temps en temps à venir sur des plateaux ou des samedis matins sur Radio Courtoisie. Nous apprécions toujours, évidemment, de t'avoir. Et nous t'aurons, j'espère, bientôt pour la fête du 1er mars, évidemment, où nous serons tous dans le 9e arrondissement de Paris pour fêter notre communauté. Merci Finn, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Alerte Info, géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.